La maison aux 52 portes, chapitre 11. Eh bien, lança mon père en me voyant paraître dans l'escalier, on dirait que tu as eu un sommeil agité. Pourquoi est-ce que tu dis ça, papa ? Tu te griffes en dormant ou quoi ? Je lui jetai un regard d'incompréhension et ma mère crut bon d'expliquer. Tu as des marques sur la figure. Je touchai mon visage et le contact de mes doigts me brûla la peau. Mes parents ne parurent pas inquiets. Ils prétendirent que cela arrivait quand on faisait des rêves mouvementés. Sans leur dire un mot de ma nuit, je me renseignai sur la leur. Eux, ils avaient bien dormi. C'était tout. J'insistais. Vous n'avez rien entendu ? Entendu ? Entendu quoi, par exemple ? Par exemple, la pluie. Mais je n'avais plus besoin de leur réponse. Je savais déjà que j'étais seule concernée par la vie souterraine de cette maison. Pour eux, pas de piano, pas de soleil dehors. Mes parents n'entendaient rien, ne voyaient rien. J'étais seule dans un monde qui semblait n'appartenir qu'à moi. 2 vies. J'étais à cheval sur 2 vies différentes. Si celle de Maëlys me paraissait claire, pour la bonne raison que je la connaissais de bout en bout, je ne savais pas grand-chose, voire rien de celle de Céleste. Or, je percevais soudain que le présent de chacun ne peut se comprendre qu'à la lumière de son passé, et pour m'expliquer les scènes de Céleste que je vivais, il aurait fallu que je connaisse sa vie. Alors, j'aurais eu moins peur, c'était évident. On peut admettre des événements, même terribles, si on y a été préparé. Moi, je n'étais préparée à rien. J'aimerais, dis-je enfin, j'aimerais en savoir plus sur la vie de cette maison, autrefois. Je te comprends, acquiesça mon père. C'est vrai, on ne peut pas s'empêcher de se demander qui a dormi dans cette chambre. Combien y avait-il de chevaux à l'écurie ? À quoi ressemblait le jardin ? Moi, je savais à qui appartenait la chambre dans laquelle je dormais. Qu'il y avait, avant 1916, 2 chevaux à l'écurie, un beau noir et un gros roux. Que, devant la maison, on voyait une immense pelouse avec des petits arbres soigneusement taillés. Et derrière, une cour, puis une pelouse s'étirant jusqu'à la haie qui isolait le potager. Je n'en dis rien. Je me contentais de faire remarquer. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir plus sur Céleste. Évidemment, approuva maman. D'abord, tu portes son prénom. Ensuite, elle a eu une histoire bien particulière, avec même un mystère qui plane. Malheureusement, s'excusa papa, je ne sais rien de plus sur elle. Dans le bahut, suggéra maman, on pourrait peut-être trouver des choses. Il y a là des tonnes de papiers de famille. Bon, lâcha papa, puisque ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va se payer un petit pique-nique dans la campagne, on peut s'atteler à ça. La première difficulté va être de l'ouvrir, ce maudit bahut. Il disparut dans le salon. On entendit des crissements de clés et des coups sourds destinés sans doute à ébranler la porte. Je demeurai assise à ma place, de manière à ne pas attirer l'attention sur l'intérêt immense que je portais à cette affaire. Mais si je m'étais écoutée, je me serais précipitée derrière mon père. Mon attitude relevait d'une telle complication que j'avais l'impression d'être toute coincée. Maman me tendit une tartine beurrée d'avance, comme quand j'étais petite. « Rien à faire, grogna papa, en réapparaissant à la porte du hall. Ce bahut ne veut pas s'ouvrir. Je me levai alors en lui faisant signe de me laisser faire et m'approchai à mon tour du meuble. Je saisis la clé qui tourna souplement dans la serrure. La porte bâilla avec bonne volonté. Et voilà, dis-je, il suffit d'un peu de doigté. Bien sûr, je n'en pensais pas un mot. Sur la table basse, nous avions installé des piles de documents anciens. La plupart étaient des actes de vente, des cartes annonçant des naissances, des mariages, des décès. Je ne sais pas pourquoi, ce sont ces derniers qui m'intéressaient particulièrement. Parce que sans doute, quand on écrivait une date sur un mur, c'est qu'elle avait une importance dramatique.
Bien sûr, dramatique ne signifie pas forcément tragique. C'est comme pour les pièces de théâtre. Et un grand bonheur non répertorié pouvait tout aussi bien se cacher sous cette date. Je ne trouvais rien sur la période qui m'intéressait, 1916, et en particulier le 12 octobre. En dehors des faire-part, il y avait des cartes postales. Curieusement, pour certaines, on avait écrit le message sur l'image. Et des lettres, des tas de lettres. Mon cœur se mit à battre. Le courrier pouvait fort bien m'apprendre ce que je cherchais. Notre projet enthousiaste de dépouiller le courrier fut vite freiné par une vague de découragement. L'écriture, même si elle paraissait soignée, avec des pleins et des déliés, comme autrefois, était très difficile à lire. L'encre avait pâli, et en plus, nous manquions d'entraînement pour la déchiffrer. Surtout que ces lettres étaient interminables, toutes confites de phrases à l'ancienne, 1 kilomètre de long, de tournures alambiquées et de formules de politesse ou d'affection tellement convenues qu'elles en étaient horripilantes. Je prétendis qu'il était préférable de les classer par date. Une idée somme toute raisonnable, ce qui me permit d'en feuilleter la totalité en ne consultant que les en-têtes. À mon désespoir, je ne trouvais rien à la date du 12 octobre 1916 et rien non plus dans les jours précédents ou suivants. Pour midi, nous avions bon an mal an réussi, en épluchant des tonnes de banalités, à déceler quelques informations saillantes. La blessure de Louis pendant la guerre, lettre écrite par un de ses camarades, et puis des nouvelles de son rétablissement progressif. Cette information eut pour mérite de me souligner une autre circonstance que je n'avais pas vraiment perçue. En 1916, on était en pleine guerre, la Première Guerre mondiale. Quant à savoir si les scènes que je vivais se situaient cette année-là ou une autre, l'ambiance de sa scène du matin me revint. Louis était bien là, il n'avait pas encore l'âge de porter des armes. Albert était tout petit. Oui, bien sûr, cette scène se passait avant la guerre. Les inscriptions sur le mur n'étaient pas de la même époque. Je vivais donc alternativement, et dans le désordre, des fragments de la vie de Céleste. Cela m'inquiéta plus encore, car je ne pouvais me préparer à rien. Mon père nota enfin une chose que j'avais remarquée depuis longtemps. Il n'y avait aucune lettre de Céleste et aucune pour Céleste. Eh bien, dit-il, tu dois être déçu. Je réfléchis vite à ce que devraient être mes sentiments s'il n'y avait pas tout cet encombrement dans ma tête, et je déclarai finalement « Oui, évidemment, j'aurais bien voulu en savoir plus. » Voilà, il me suffisait d'employer les mots qui me venaient, sans y mettre la passion qui m'habitait, puisqu'il y avait une raison objective à ma curiosité. « Remarque, dit papa, je savais bien que mon grand-père Louis avait été blessé pendant la guerre. Il avait d'ailleurs des cicatrices mal recousues un peu partout, coutures de temps de guerre. Il t'a raconté des choses sur cette époque ? Mon grand-père ne parlait jamais de la guerre. Jamais. Pourquoi ? Longtemps j'ai cru que c'était par simple modestie. Et puis j'ai réfléchi. Pour ceux qui ont vraiment vécu sur le front, au milieu des combats, dans le sang et la peur, le souvenir doit en être intolérable. Il s'est forcément passé des choses. Enfin, aucun être humain digne de ce nom ne peut être fier de ce qu'il a fait en tant que soldat. J'étais un peu ahurie. Soldat, pour moi, avait toujours été synonyme de courage, vaillance, sacrifice. Mon père reprit alors. Ça t'étonne ? Tu sais, pendant tout le temps que tu subis le bourrage de crâne qui t'oblige à voir derrière un autre être humain un ennemi, tu peux tuer, surtout par peur d'être toi-même tué. Petit à petit, tu t'habitues à côtoyer des cadavres, à voir mourir tes amis. Tu t'habitues même à l'idée de ta propre mort. Tu ne penses plus. Mais une fois que tu sors de cet enfer,
tu t'aperçois que dans un conflit dont tu ne comprenais pas grand-chose, tu as tué des gens qui eux-mêmes se trouvaient par hasard en première ligne dans un conflit où ils n'étaient pour rien. Pour les soldats qui en reviennent, c'est terrible. Terrible de découvrir la bête qui est en eux. Terrible de découvrir qu'il a suffi qu'on leur dise « va » et « tue » pour qu'ils le fassent. Une fois, mon grand-père m'en a dit quelques mots quand il était très vieux et il en avait encore la gorge nouée. Il m'a simplement raconté qu'il avait tenu un carnet au début de la guerre, une sorte de journal, et qu'il s'était arrêté par honte de ce qu'il aurait eu à y écrire. Ce carnet, tu l'as vu ? Jamais. Il s'est perdu, je pense. Et l'oncle Albert, il l'a faite, cette guerre ? Il était trop jeune. Il était né en 1907 et il n'avait que 11 ans à l'armistice. Je demeurais songeuse. 1916. Tous les jeunes gens étaient mobilisés et le copain de Céleste, il n'était pas soldat, lui ?